Depuis quelques heures, il respire un air de liberté. Dieudonné Oyono a été acquitté par le tribunal criminel spécial à Yaoundé après 4 années derrière les barreaux. Il était reproché à l'ex-recteur de l'université de Douala et ses co-accusés de détournement de près de 1,7 milliard de francs CFA. Après 4 ans de procès, les faits sont tout simplement non établis. 4 ans pour rien derrière les barreaux, même si cela nous amène ce soir à questionner l'opération Épervier. Toujours est-il, cette information fait l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par des excuses pour ma voix de ce soir, frappée par la grippe depuis hier. J'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin de ce programme. Les invités sont déjà sur ce panel, comme vous l'avez constaté sur nos pages Facebook, YouTube. Il s'agit bel et bien de Dieudonné Oyono acquitté qui va payer la note. C'est la thématique de ce soir. Je commence par Maître Richard Tamfou du comité de lutte contre la corruption et les injustices au Cameroun. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Lil Pendio. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir pour aborder ce sujet. Vraiment, c'est écœurant parce que voir 4 années d'un individu passé en prison comme ça, voler dans l'air, parce que je peux dire ça, ce temps est gratuit. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ce que je ressens de notre système judiciaire en tant qu'expert. Je suis déjà d'abord avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria et je me suis donné le devoir de pouvoir lutter contre la corruption et les injustices au Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir. C'est d'ailleurs pour cette casquette que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour évoquer cette thématique. Maître Georges Teghem, juriste, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lille, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir invité, convié à ce programme et j'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes. Merci de votre disponibilité. Lui également, c'est Maître Joseph Tafo, juriste, expert judiciaire, avocat inscrit au barreau du Rwanda. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau, parler des problèmes d'actualité, espérant que nous allons pouvoir suffisamment édifier la lanterne des citoyens qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de plus. Alors, merci également, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Richard, je commence par vous. La nouvelle est tombée il y a quelques jours seulement et depuis quelques heures, Dieudonné Oyono est tout à fait libre. Il respire depuis quelques heures selon ses avocats, l'air de liberté. Comment comprendre cette liberté-là après 4 années passées derrière les verrous? Yes, the truth is that liberty is the most precious gift. But now to think that I had to be deprived of my liberty for 4 years, then being acquitted and discharged, that's what pains the ordinary citizens who is trying to have an image of the Cameroon justice system. Is it that the judges are not doing their job? Or is it that the people who carried out the investigations in the case did not do their job? I think that's what is baffling me and asking myself that who will pay for all this time that he has spent behind bars? You see, this kind of situation should wake up. And I like that this your platform really, or your TV station decided to talk on this subject, because we cannot imagine that in a country like us, especially in the 21st century, we should continue to kill our citizens, because keeping somebody 4 years, I think that is killing him alive. And just for you to get up one day and tell him that we found that there was no charges against you and that you are acquitted is really something troubling. So to me, I feel very sorry for him. And I know that it was very difficult moment for his family to go through.
Though today we can say we are rejoicing that he's free, but honestly speaking, I don't think it should be something to rejoice over. It is something to lament that why should I be behind bars for 4 years when there were all avenues for elements, evidence to be held against him before being referred to court. You see, this is a procedure that was passing before a tribunal, which is referred to as the Special Criminal Tribunal. And I think we should also look at the seriousness of this tribunal. This is not any kind of court. And this tribunal, ever since it was set up in 2011, it has specific missions to carry on. So I don't see why they should keep somebody for 4 years and then just wake up one day and quit him. Okay. This tribunal has a specificity that it even has police investigators, a special branch of investigators to investigate the case. So when there is an alleged offense or a denunciation or a complaint that maybe an administrator like the rector we are talking about has embezzled public funds, which is with a minimum amount of 50 million. So those investigators should make sure that they really have corroborative evidence, strong evidence that at least before when the file will lift from their hands and go to open court, we should be sure that all the ingredients of the commission of offense have been met, so that the judges will now maybe interpret the law and be able to give a bail. So it shows that throughout the process, that work wasn't done. And it was something maybe to punish the suspected person or the person that has just been acquitted. On va revenir dans le fond tout à l'heure. Joseph, un homme et les co-accusés, l'ex-recteur de l'université de Douala, accusé de détournement de près de 1,7 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, le verdict tombe au niveau du tribunal criminel spécial. Comment comprendre cela, qu'on passe de l'accusation à la libération, un acquittement? Comment comprendre ça? Il faut dire que, comme Maître Tamfo le relevait tout à l'heure, il y a beaucoup d'incongruités parce qu'on a malheureusement envie de constater que le tribunal criminel spécial ne fonctionne pas comme il se doit. Je vais m'expliquer. Vous voyez, dans cette loi spéciale, il est prévu l'enquête préliminaire, l'information judiciaire devrait en principe mettre 12 mois au maximum. C'est-à-dire que quand le juge d'instruction vous met sous mandat de dépôt, c'est pour 6 mois renouvelables une fois. Alors vous voyez quelqu'un qui a l'information judiciaire pendant 4 ans. Alors là, il y a déjà problème. Ça entraîne un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'au moment où on l'interpelle en 2018, l'enquête n'était pas bouclée. Au moment où il a déjà signé le mandat de dépôt, est-ce que l'information judiciaire n'a pas pu faire son travail en 12 mois pour qu'on se retrouve en train de faire 4 ans pour pouvoir déterminer qu'il n'a pas détourné de l'argent? Donc là, il y a un véritable problème de procédure. Et s'il faut même entrer dans le fond de cette loi, il y a beaucoup de disparités ou alors d'inégalités par rapport aux citoyens lambda. Je m'explique encore. Vous voyez, quand on parle pour ceux même qui ont été reconnus coupables et que on dit qu'il faut restituer le corps du délit. Alors, dans les tribunaux de droit commun, quand bien même vous aurez restitué le corps du délit après une décision de justice, il y a une partie de l'argent qui doit être payée dans les caisses de l'État qu'on appelle régulièrement amende et dépenses. Or, au tribunal criminel spécial, ça se fait une fois que vous avez restitué le corps du délit. Supposons, si on part sur la base d'1 milliard 400 millions que quelqu'un a détourné, si on prend 5% qui en principe devrait rentrer dans les caisses de l'État, vous voyez, quelqu'un qui a fait 4 ans en prison, qui paye la note en réalité? C'est le citoyen lambda qui paye la note parce que pendant ce temps, il est aux frais de l'administration. Qui finance l'administration? Ce sont nos impôts pour après dire qu'il n'est pas coupable. Alors, dans l'enquête, il y a encore d'autres questions qu'il faut se poser parce que s'il est reconnu, s'il est innocent et que l'enquête préliminaire avait déterminé qu'il y avait quand même 1 milliard 400 millions de disparus, c'est qu'il y a cet argent quelque part.
il va bien falloir le trouver. Comment est-ce que l'enquête préliminaire n'a pas pu déterminer tous ces petits détails-là? D'accord, sûrement que l'enquête est en cours, mais je voudrais demander cette question à Maître Georges. On a parlé du tribunal criminel spécial tout à l'heure, il y a quand même que les avocats de Dieudonné Oyono saluent quand même la courtoisie, la diligence menée dans ce dossier-là. Ça veut dire qu'il y a espoir tout de même. Espoir, parce qu'à un moment, il n'y en avait pas. Oui, parce qu'à un moment, on se demandait est-ce que le tribunal criminel spécial peut véritablement mener des choses pour qu'on retrouve quelqu'un accusé au départ, se retrouver acquitté quelques mois plus tard. Il n'est pas le premier cas. Il y a bien des gens qui sont acquittés là-bas, comme devant toutes les juridictions. Ce que je retiens de ce procès, c'est... vous savez, quand l'actuel ministre d'État de la Justice installait le président du tribunal criminel spécial, le premier président, notamment le magistrat, le très grand magistrat Yapabdou, il avait dit lors de son discours, l'œuvre de justice n'est pas aisée. Effectivement, l'œuvre de justice n'est pas aisée. C'est très facile de venir sur un plateau et dire, bon, on a dit 6 mois, on a dit 12 mois, on a dit... C'est très très facile, mais à l'épreuve de la réalité, ce n'est souvent pas aussi aisé que cela. Je vous dis pourquoi. Vous êtes procureur général au tribunal criminel spécial. Vous recevez une dénonciation. Votre devoir, c'est de transmettre aux OPJ, aux officiers judiciaires spéciaux, de conduire une enquête. À l'issue de l'enquête, ils vous renseignent et vous dites, bon, écoutez, je vais envoyer devant le juge d'instruction, je m'envoie devant le juge. Il faut toujours bien le savoir. La juridiction de jugement a toujours plus de pouvoir que l'enquête préliminaire, que le parquet, que le juge d'instruction, parce qu'elle a plus le temps d'analyser le dossier. Et à l'issue du dossier, elle peut rendre des décisions. Soit vous déclarez coupable, soit prononcer une décision d'acquittement, comme c'est le cas. Moi, je préfère que la justice soit rendue, qu'elle soit rendue dans les conditions comme celles que nous voyons. Alors, le cas dont nous parlons aujourd'hui en est un, où lorsque quelqu'un n'a rien fait, les juges disent que celui-ci n'a rien fait. S'il n'a rien fait, écoutez, ils ne vont pas inventer le droit. Ils disent, écoutez, avec tout ce que nous avons eu comme pièce de dossier, moi je ne connais pas le dossier, nous ne pouvons que l'acquitter. C'est une décision qui est salutaire, c'est une décision qui encourage tout le monde, qui fait comprendre à chacun qu'au tribunal criminel spécial, ce n'est pas une cour martiale, c'est une juridiction avec ses qualités, avec quelquefois ses insuffisances que nous devons travailler tous à corriger. Tous les acteurs du système judiciaire, je pense aux avocats sur le plateau, je pense à tous ceux qui participent à l'œuvre de justice dans notre pays, nous devons travailler à améliorer la qualité de notre justice. Il y va de notre intérêt à tous, et nous les premiers, les acteurs du système judiciaire, que la justice fonctionne dans les conditions les meilleures. Maintenant, dire qui va payer la note pour me poser la question, écoutez, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé, il va assumer sa dénonciation. C'est le principe de lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose et que les faits ne sont pas constitués, peut-être c'est un peu prématuré, parce qu'il y a aussi les voies de recours, la décision n'est pas définitive. Il faut donc se garder de faire peut-être des analyses un peu prématurées, observer, attendre, parce que la loi quand même donne 48 heures pour exercer les voies de recours. Vous, aujourd'hui, peut-être vous, journalistes, vous avez l'information. Nous n'en savons strictement rien, parce que le parquet peut, dans le cas, il s'agit de former le pouvoir, ou alors une des parties au procès, parce que n'oublions pas que dans la même affaire, certaines personnes étaient condamnées. Tout à fait, oui. Donc des personnes peuvent exercer le pouvoir. Donc, dans l'un ou l'autre cas, moi je crois que c'est une voie de recours, il faut en tenir compte. La décision n'est pas encore définitive pour déjà envisager qui va payer la note. C'est vrai qu'on a eu les informations des avocats à la dernière minute que tout est bouclé. Il est temps pour l'ex-recteur de passer à autre chose. Il a un mental d'acier. Le moment, c'est l'heure et à la satisfaction. Il faut passer à autre chose. Mais sur la question de est-ce qu'il va certainement demander réparation, là, il n'a pas encore fait de déclaration officielle là-dessus. Alors, Richard, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi lorsque quelqu'un clame son innocence pendant un procès comme celui-ci, on ne l'écoute pas? Pour qu'après avoir perdu 4 années de votre vie, vous vous retrouvez en train d'être blanchi de toutes les accusations contre vous. Pourquoi, au moment où l'accusé plaide, clame, on ne met pas sur pied une enquête, on peut quand même il y a les présomptions d'innocence tout de même.
Oui, il y a la présomption d'innocence. C'est que, vous voyez, quand l'enquête s'ouvre, il y a des gens qui ne font pas le travail, puisque quand il y a une procédure, il y a des acteurs judiciaires. Si peut-être les officiers de police judiciaire spécialisés n'ont pas fait leur travail et qu'ils ont monté toutes les pièces pour incriminer ce professeur, malheureusement, ce qui est énervant, c'est qu'au niveau de l'information judiciaire, qui est encore une autre phase d'enquête, cette même lacune-là traverse encore le juge d'information pour se retrouver. C'est pour te dire que c'est tout un montage quand on décide de finir avec l'individu. Parce que moi, je dis ça, c'est fini avec un homme. Pourquoi? Sur le plan social, économique, Surtout, académique, politique. Lorsque vous faites même une journée, si on vous a déjà détenu quelque part en une journée et on prend seulement vos téléphones-ci, toute votre vie bascule. Pour ceux qui n'ont pas le mental fort vont mourir ou bien vont prendre un choc. Donc, je dis, pour garder quelqu'un 4 ans et pour venir se lever un matin dire vous êtes acquitté, c'est trop facile. On ne devait pas aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait tous les jours, on renforce les lacunes de notre système judiciaire. On ne devait pas aujourd'hui attendre 4 ans. Et je dis, cette procédure, ou bien devant ce tribunal, c'est un tribunal à compétence spéciale. Les procédures devant ce tribunal, quand c'est déjà au tribunal, c'est 6 mois. En 6 mois, le juge doit déjà rendre une décision. Bon, s'il faut maintenant computer le temps, quand il y a le temps des enquêtes, le temps d'information judiciaire, ça veut dire qu'en maximum, tu ne dois pas. 2 ans, c'est beaucoup. Mais pourquoi est-ce que ça tend 4 ans? Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très sérieux qu'il faudra vraiment qu'on se réinterroge. Si on a des acteurs dans le corps judiciaire qui ne font pas le travail, c'est le temps ici de sanctionner. Parce que qu'est-ce qui a pu motiver les enquêteurs de dire qu'il y avait infraction, il y avait détournement? C'est parti d'un coupon d'informations et puis voilà. La machine... Qu'est-ce qui a pu motiver le juge d'instruction de prendre une ordonnance de renvoi devant ce tribunal? Donc, autant de choses. Et si on voit qu'il y a eu des complicités, ou bien quelqu'un n'a pas fait son travail, je pense qu'il faudra qu'il y ait des sanctions. Parce que 4 ans, qui va le payer cela? Donc, pour moi, je dis que c'est malheureux. Et ce n'est pas le premier cas. Il y a des gens qui sont toujours devant ce tribunal qui sont déjà là plus de 8 ans. Voire plus même. Plus même. Et on ne leur dit rien. On va aussi se lever un matin, on va leur dire, OK, il n'y a rien. Moi, je pense que ce tribunal, peut-être, quand ça a été conçu, c'était peut-être une institution qui avait été mise sur pied pour traquer peut-être les adversaires. Parce que si vous dites que quelqu'un a détourné, au moins avant de porter ces accusations, vous avez les preuves que cette personne-ci a commis tel. Mais s'il faut seulement fabriquer des preuves fallacieuses et pour se lever un matin et dire qu'il est acquitté, pour moi c'est très facile. Ça ne montre pas sérieux de notre système. Ce n'est pas que quand on vous défait devant un tribunal, forcément vous serez condamné coupable. Mais au moins qu'on fasse au moins en sorte que même le juge, en se prononçant, que la tâche lui soit légère. Mais pas qu'on porte un dossier vide, on dépose devant la table du président du tribunal et on lui demande de trancher sur quelque chose qui n'existe pas. Et il faut attendre 4 ans. Pour moi, le temps est tellement long qu'il faudra revoir cette façon de faire. Le code a précisé un temps spécifique. Il faut qu'on s'arrange à respecter ce temps. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ait parlé de l'opération Hyper-Vie avec l'effervescence autour de cet instrument-là qui amène les responsables, dès qu'on vous accuse de détournement de deniers publics, la première chose à faire, c'est d'abord de vous coffrer en attendant mener les enquêtes, Joseph? Oui, mais le tribunal criminel spécial a ceci de particulier que là-bas, il n'y a pas de présomption d'innocence, il y a plutôt présomption de culpabilité. C'est pour ça que dès que vous êtes soupçonné ou alors il y a une enquête menée contre vous, immédiatement on vous interpelle et on vous coffre. La deuxième chose dont le TCS est passé dans l'art, la violation de la liberté. Là-bas, la garde à vue n'est plus une exception, c'est la règle. Alors que le Code de procédure pénale dispose bien que la garde à vue est une méthode
exceptionnel. Même si vous êtes accusé de détournement de deniers publics, c'est un fait grave. Il y a quelque chose, du moment où vous avez un domicile connu, dites-moi si de toutes ces pontes du régime, ou alors toutes ces personnes qui sont gardées, qui sont en information judiciaire et sous mandat de dépôt dans nos différentes prisons, n'ont pas de domicile connu. C'est quand même des hautes personnalités de ce pays où on sait où elles résidaient, où elles résident encore. Donc d'où vient-il qu'aussitôt que vous passez à l'information judiciaire, vous êtes mis sous mandat de dépôt pour être acquitté 4 années après. Ça ne prouve rien. Donc la seule chose qu'on cherche à prouver là-bas, c'est quoi? C'est de démontrer c'est de vous faire comprendre qu'il y a une machine qui peut vous écraser en dépit, ou alors chaque fois que vous allez exprimer vos velléités politiques ou alors vos intentions de vouloir briguer ou alors de prendre le poste de telle ou telle personne. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi là-bas, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption d'innocence au tribunal criminel spécial. Il n'y a pas, la garde à vue, c'est une méthode, c'est la règle là-bas chez eux. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Et récemment encore, on essayait de faire le bilan de ce TCS. Parce que depuis que ça existe, depuis que la loi existe et que ça a été mis sur pied, qu'est-ce que ça nous a rapporté, nous, les citoyens? Il y a de moins en moins de voleurs. Vous pensez vraiment? Je vous prends 2 derniers exemples seulement. La CanGate, c'est après le TCS, c'est récemment. La Chambre des comptes, la Cour suprême, qui a fait tout un travail impeccable sur l'argent du coronavirus, c'est récent. On a parlé de 180 milliards. Il y a combien de personnes qui sont interpellées ou alors qui sont incriminées dans ce rapport? Vous voyez que ça n'inquiète vraiment pas le citoyen. Donc, s'il y avait de moins en moins de voleurs, ce que depuis 2011, on ne parlerait plus, le TCR ne serait en train de juger que les affaires qui ont eu lieu avant 2011. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Jusqu'à 10 années après, il y a toujours des détournements de fonds publics. Le dernier exemple, je viens de le dire, c'est l'argent de la Gate. On l'a compris. Il faut dire que Dieudonné Oyono a été acquitté avec l'ex-agent comptable. Donc les deux ont eu des faits non établis, si on peut le dire ainsi. Alors, Maître Georges, c'est quand même un procès collectif. C'est possible que des personnes incriminées soient acquittées par le TCS. C'est quand même un travail. On ne va pas cracher sur ce travail qui a été fait. Écoutez, en matière pénale, la responsabilité pénale est personnelle, la sanction individuelle. Chacun répond de ses actes en matière pénale. Mais permettez-moi de dire un mot quand même sur ce que venait de dire M. Tefo. Parce que ce qu'il dit quand même, c'est suffisamment grave. Il ne peut pas en même temps réclamer une chose, la présomption d'innocence, et en parler avec autant d'aisance de la CanGate. C'est un autre sujet. Même si c'est un autre sujet, il faut respecter la présomption d'innocence. Si vous parlez de CanGate, vous avez quelle qualité pour dire que quelqu'un est inculpé, M. Tefo? Vous avez quelle qualité pour dire que quelqu'un a été jugé, condamné en parlant de CanGate? On parle du rapport des hauts magistrats de la Cour suprême. C'est pas moi qui le dis. C'est les hauts magistrats de la Cour suprême qui ont fait ce rapport. Cher monsieur, je pense que je ne vous ai pas interrompu, alors que vous étiez en train de dire quelque chose que j'ai trouvé suffisamment grave. Allez-y, il faut qu'on respecte la présomption d'innocence de chacun. Le dossier du professeur Dieudonné Oyono, sa présomption d'innocence a été respectée jusqu'au jugement. Une décision a été rendue et jusqu'à ce qu'il soit acquitté. Le 15 septembre encore, il réclamait son innocence. Il était toujours présumé innocent. Donc ne venez pas sur les plateaux faire croire que parce que vous pensez, vous, alors que vous n'êtes aucune institution, même si vous avez le droit de dire ce que vous pensez en démocratie, qu'il y a la CanGate, il y a le Covid-Gate, et pour vous, on viole la présomption d'innocence des honnêtes citoyens. Nous tenons à mettre les choses à leur place. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Au Cameroun, et je pense que c'est tout à l'honneur du professeur Dieudonné Oyono, lorsque vous estimez qu'il y a un problème qui peut entacher votre carrière politique, vous mettez à la disposition de la justice, et la justice rend la sentence comme elle a fait hier, et il y a 2 jours. Elle rend une décision d'acquittement lorsqu'elle constate qu'il n'y a aucune charge suffisante contre vous, aucune preuve contre vous. C'est tout à votre honneur de dire j'ai été blanchi par la justice de mon pays.
C'est un honnête citoyen, il a fait confiance à la justice de son pays et la justice l'a acquitté. Il a d'ailleurs dit, même dans ses propos, lors de sa dernière parution devant les juges, il a d'ailleurs dit qu'il fait confiance à cette justice-là et quelques jours après, il est acquitté avec... Voilà. Donc, moi, je pense que c'est plutôt cette culture que nous devons transmettre. Lorsqu'on passe sur les médias, avec vous, Madame Piedjou, notre devoir, c'est d'éduquer les masses au respect de l'institution judiciaire. D'accord. Cette décision est la preuve que l'institution judiciaire est totalement crédible et indépendante. Il a dit tantôt que c'est un outil de lutte ou alors contre certaines personnes. Mais ce cas montre effectivement que lorsque les magistrats n'ont aucun élément contre vous, évidemment, les magistrats peuvent vous acquitter. Même si on faut regretter, parce que vous avez évoqué un aspect, c'est la longueur des procédures. Mais moi, je préfère un dossier dans lequel... aussi. Non, le mot est peut-être dur, laxiste. Je préfère dire la lenteur des procédures. Mais je préfère un système dans lequel ça prend le temps et que la vérité... Et que les vies sont bafouées. Et que les années de carrière des individus sont balancées comme ça. Il vaut mieux que ce soit. Votre CV est teinté de rouge. Mais il vaut mieux que ce soit. Non, pas teinté de rouge, puisque vous êtes acquitté. Mais si vous êtes acquitté, il y a une partie de l'opinion qui retient quand même que vous avez passé des Non, l'opinion retient l'image justement... à ce moment-là de vos enfants, de votre famille, de la société, au-delà de l'acquittement aujourd'hui. Ça reste une tâche. Non, quand vous êtes acquitté, vous n'avez rien du tout. Justement, l'opinion, c'est cela. C'est que quand on est sur les médias, il faut former l'opinion en disant sans arrêt que ce monsieur était toujours présumé innocent et aujourd'hui la justice a dit qu'il n'a rien fait. Il n'y a pas de tâche. D'ailleurs, si quelqu'un lui dit un jour qu'il a été détenu pour cette affaire, il est parfaitement en droit de le poursuivre en diffamation. Il aura raison. Sauf qu'il reste quand même cette blessure-là. Oui, c'est-à-dire que une blessure personnelle. Une blessure parce que personne n'est content de se faire aussi... embastiller. Oui, personne n'est content. C'est qu'on peut comprendre. Mais il vaut mieux une justice rendue dans des conditions acceptables, même si ça prend un peu de temps, qu'une justice mal faite où il aurait été condamné à tort. D'accord. Permettez-nous, avec le concours de Colin Souanchouan, d'écouter l'avocat, justement, de Dieudonné Oyono dans cette affaire. Réaction juste après l'acquittement. On écoute. À l'issue de 4 ans de procédure, 4 années de procédure, le professeur Dieudonné Oyono a été acquitté, ainsi que l'agent comptable, M. Abdoulaziz. Un tribunal comme le tribunal criminel spécial, et je l'ai toujours dit, est une juridiction spéciale et toutes les exceptions sont jointes au fond. Donc on ne peut pas dire que les droits de la défense y sont vraiment garantis. Donc obtenir la libération de quelqu'un là-bas, c'est un exploit par rapport aux autres juridictions. Parce que, à titre d'exemple, toutes les exceptions que vous soulevez sont jointes au fond. Et lorsqu'on aura une décision, vous avez 48 heures pour vous pourvoir devant la Cour suprême. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas examiner un appel. C'est donc les propos de Maître Bernard Kéhou, avocat donc, de la partie de Dieudonné Oyono. Je voudrais vous demander, Richard, est-ce qu'on aurait pu procéder autrement pour éviter que cela ne se produise? On parle quand même d'une juridiction spéciale, dont on devait avoir des moyens spéciaux. Yes, I think the only thing is that the law itself is good because it has actually specified the time frame for each of the procedures. So if everything was done properly, then within a space of 2 years, we should be fixed on the fate of any person which is before that court. But the problem is that you see that from the onset, everything is done in a biased way. Nobody is courageous enough to say that no. Even if there is a complaint against this person before me, what is the evidence that we have? Making me to be convinced that actually there is need to prosecute him. But when he comes, when they complain, all that is in their mind is that no, we shift and give to the examining magistrate while you are in prison. They knew from the very first day that they had no elements, no incriminating elements against somebody. Why then not release him during the police investigation? So what was the role? Those police officers are paid with taxpayers' money. What were their job at that time? So you see, people will not do their job and somebody will have to carry the cross. So it's not like the law itself is bad. No, the law is there, but people refuse to take the responsibility of making sure that this law is applicable.
So except they want to tell me that maybe we'll have incompetent persons at that office. What about the examining magistrate that had the case? So even with him, who is a magistrate, he was not able to see that, yes, this file like that is not substantial. There is no element making me to render a committal order before the court. So I think these are some of the lapses that should be decried with the highest strength, because you will not sacrifice somebody's liberty for 4 years and you come one day and say, no, you have been acquitted. So I think the way we can do it in another way is that let's be serious. Let's give the serenity of what the Criminal Special Tribunal is. Okay. If the court was put in place to track down people who embezzle public funds, it should be so. And we should make sure that the actors participating in that chain of justice should be able to do their work in all independence. And at times, don't even be surprised that some of these cases, at times, even when they reach to the magistrates, they themselves are waiting for higher instructions. So the magistrates are not impartial in their decisions, whereas it is a sacrosanct principle that the judge is guided by the law and his conscience. So when the magistrate is not taking his responsibility to render justice, what becomes of the what do we have as outcome? The outcome we can have is that people will be in prison for years, their lives will be destroyed, and will not be serving the purpose. Because when you look critically, since the putting in place of this special criminal tribunal, how many lives have we destroyed? So many people are in prison, awaiting trial. How much have we recovered? You are not able to make balances of all that. So was that court put in place to kill Cameroonians? That's a question mark. So I think we should do the law is good. Maybe it was well planned, intended, but the people who are the actors l'implémentation sur le terrain. They are not doing their job. D'accord. Et je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, que l'ex-recteur de l'université de Douala a été poursuivi pour coaction de détournement des deniers publics avec 2 anciens caissiers de l'université de Douala pour une supposée fraude fiscale réalisée lors des Jeux universitaires de 2014. Alors Joseph, on parle de ce tribunal criminel spécial. On voit le travail quand même abattu, même s'il y a encore des personnes qui sont là, qui attendent impatiemment à la fin de ce chemin de croix-là. Ça intervient quand même quelques jours après la libération de Basile Atanganakuna dans cette affaire d'opération Hypervier. Oui, quand vous prenez le cas de M. Basile Atanganakuna, ça soulève encore d'autres inquiétudes. Lui, il a été... Ça bouge, non? On va vous dire que ça bouge. Oui, ça devrait bouger depuis, parce que, curieusement, il a été libéré parce qu'il a restitué le corps du délit. Enfin, on dit en partie, mais est-ce qu'il est la première personne à avoir restitué le corps du délit? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas profité? On se rappelle encore, paix à son âme, le professeur Gervais Mendozé avait, je crois, restitué le corps du délit, mais il n'a pas bénéficié de la même faveur. Il paraît-il encore, Yves Michel Fotso aurait également restitué le corps du délit. Pourquoi la justice à double vitesse? Donc, le fait que le professeur Johnny Oyono ait été acquitté, je veux dire que c'est pas suffisant pour prétendre que le TCS, on n'est pas là pour faire le procès du TCS, mais on a comme l'impression que c'est plutôt une juridiction, cette juridiction spéciale, c'est beaucoup plus pour régler les comptes. Ça me permet de réagir par rapport à Maître Tegem tout à l'heure quand je parlais de la présomption d'innocence. Ce n'était pas pour dire que le travail que la Chambre des comptes a fait s'agissant de la Covid-Gate était absolument pour dire que ceux qui étaient incriminés ont tort. Non, je veux dire que de manière systématique, au tribunal criminel spécial, il n'y a pas de présomption, il y a présomption de culpabilité. Sinon, tous ceux qui passent là-bas ne devraient pas être détenus, ne devraient pas être mis sous mandat de dépôt provisoire, quand bien même le code de procédure pénale prévoit que s'ils ont un domicile, quand ils ont un domicile connu et qu'ils présentent des gages de sécurité, on les laisse en liberté. Et puis, de temps en temps, ils peuvent passer se faire auditionner. Donc voilà ce qui crée véritablement notre inquiétude. Et rendu à ce jour, on peut citer au bout des doigts
les meilleurs résultats qu'ont produit ce tribunal depuis pratiquement 10 ans que ça existe. Si on vous demande quelle est la procédure qui a été menée normalement, quand je dis normalement, c'est en respect de la période, du temps de l'information judiciaire. Maître Tegué m'a dit tout à l'heure que c'est vrai, la loi prévoit 6 mois renouvelables une fois, mais si au bout des 12 mois, l'information n'est pas terminée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le citoyen qui est poursuivi devrait subir les lenteurs de la justice? Là est toute la question. Si à l'issue du temps prescrit par la loi, du temps demandé par la loi, l'enquête préliminaire n'est pas terminée, qu'est-ce qu'on fait? On vous met en liberté le temps de poursuivre l'enquête. Et le législateur n'aurait pas prévu 12 mois s'il n'avait pas évalué que cette période-là est suffisante, permettez de le dire comme ça, pour mener à bout une enquête. À moins qu'on vienne nous dire aujourd'hui que non, le législateur a eu tort de prévoir 6 mois d'enquête préliminaire. Et là, c'est un problème. Ça veut dire que même si demain, parce qu'aujourd'hui, on parle de 4 ans avant que le professeur ne soit libéré, il y en a qui sont après de 6 ans. Autant mettre dans le code de procédure pénale que l'information judiciaire peut durer ad vitam aeternam. À ce moment-là, on comprendra que le juge a tout son temps, tout le pouvoir sur la liberté des gens. D'accord. Maître Georges, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, au regard de toutes ces insuffisances-là, au regard des dégâts causés sur la personne humaine, de repenser de façon globale cet organe, opération épervier, menée pour lutter contre les détourneurs de fonds publics? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire quelques réajustements pour éviter qu'il y ait d'un côté des pleurs, de l'autre des cris, des critiques? Écoutez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, toute œuvre humaine est perfectible. Le TCS a été mis en place, il est en train de faire son temps, il a acquitté certaines personnes, il en a condamné d'autres ont été mis en liberté en vertu de la loi, même si M. Tefo veut bien dire ce qu'il pense, mais lorsque la loi a prévu qu'en cas de paiement, restitution du corps du délit, vous êtes mis en liberté, ce n'est pas une mesure de faveur, c'est une mesure. On a l'impression que c'est 2 poids 2 mesures au regard de ce qui se passe. On a l'impression que c'est une justice à double vitesse. Si c'est à double vitesse, si quelqu'un peut nous rapporter la preuve qu'il a restitué le corps du délit, on ne l'a pas mis en liberté, qu'il le prouve. On a cité des cas tout à l'heure, des personnes qui ont... Vous savez, je n'ai pas envie de répondre à M. Tefo parce que ce n'est pas un débat entre lui et moi. Vous savez, moi je sais une chose, c'est que lorsqu'on ne sait pas, il vaut mieux ne pas en parler. Moi, je ne connais pas ces dossiers-là. Je préfère ne pas parler des dossiers que je connais. Les médias en ont suffisamment parlé, les experts des questions judiciaires également. Oui, mais autant dire que vous ne connaissez pas, au lieu de dire que ça n'existe pas. C'est pas parce que les médias l'ont dit ou certaines personnes comme M. Tefo l'ont dit que c'est la vérité. On a quand même des personnes spécialisées en questions judiciaires qui suivent des procès tous les jours. À ma connaissance, je ne connais personne qui a remboursé entièrement le corps du délit et il est resté en prison. Je connais ceux qui ont remboursé le corps du délit, ils ont été mis en liberté conformément à la loi. Maintenant, sur le cas dont parlait M. Tefo, lorsque la détention provisoire a excédé le délai légal, il y a une voie de recours qui est prévue par la loi. Vous le savez très bien. Le législateur a prévu tout. Il a tout prévu. Il y a ce qu'on appelle l'habeas corpus. Vous le savez très bien. Ce sont des pratiques. Et tout cela est bien indiqué dans la loi. Maintenant, moi j'ai entendu tout à l'heure mon confrère Tanfo indiquer que il y a des officiers de police judiciaire qui mènent des enquêtes un peu de manière... Vous savez, moi je préfère respecter le travail des uns et des autres. Et puis, un officier de police judiciaire, son rôle c'est de rassembler les éléments qu'il a. Ce sont des indices. Il transmet au juge d'instruction, qui lui aussi a des charges, et il appartient au tribunal saisi d'analyser les pièces transmises et de dire qui a fait quoi. Dans le cas présent, une décision a été rendue. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention ici de la commenter parce que les décisions ici ne se commentent pas. Je suis venu ici simplement pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent sur la nécessité de faire respecter les décisions de justice par les uns et les autres, de la nécessité de faire respecter l'institution judiciaire par les uns et les autres, la nécessité de comprendre que être poursuivi ne veut pas dire être condamné.
vous pouvez être poursuivi au bout d'un certain temps. Les juges, en lisant le dossier, constatent. Et il faut accélérer les choses pour éviter qu'on se retrouve dans des situations pareilles. On ne peut pas on peut pas cracher dessus qu'il y a quand même des personnes qui ont mal, qui ne comprennent pas qu'un tribunal spécialisé dans les questions judiciaires avec une juridiction spéciale ne puisse pas accélérer les choses pour éviter de mettre en mal certaines personnes, parce que ça affecte même le fonctionnement de la nation. Oui, tout à fait. Mais voyez-vous, je veux bien respecter le travail de ceux qui, au quotidien, rendent les décisions de justice. Madame Lipédio, rassurez-vous, ce n'est pas facile. Donc, il faut bien accélérer. Nous le souhaitons tous. C'est pourquoi je l'ai dit en commençant, qu'il faut travailler ensemble pour améliorer la qualité, pour améliorer le temps dans lequel les décisions peuvent être rendues. Mais je sais que ce n'est pas une œuvre facile. Vous arrivez parfois à une audience, vous voyez un magistrat avec 300 dossiers. Et parfois, il en a 20 ou 30 ans délibéré et il doit rédiger la décision. Ce n'est souvent pas facile. Moi, je pense que on a même déjà commencé à apporter des solutions. Du temps du ministre Amadou Ali, que Dieu ait son âme, que la tête de nos ancêtres lui soit légère, il avait commencé à régler le problème d'insuffisance du personnel en recrutant pendant 3 ans. Oui, en recrutant pendant 3 ans 450 magistrats de plus. Ça a quand même augmenté le nombre de magistrats parce qu'au Cameroun, on recrutait 75 à un moment, 45 par an. D'accord. Donc vous voyez qu'au rythme, on est à environ 25 millions de personnes et au Cameroun, il y a maximum 2000 magistrats, pas 2500. D'accord. Alors Richard, est-ce que vous êtes un peu comme l'opinion publique qui pense que c'est cette dernière phrase ou bien le dernier paragraphe de la présence de Dieudonné Oyono devant le tribunal criminel spécial le 19 septembre dernier qui aurait peut-être fait bouger les choses? Je cite: pour terminer, Madame la Présidente, j'ai toujours cru en notre justice. Je continue d'y croire. Maître Atangana ici a évoqué un aspect très important de ma vie. J'étais un des responsables de l'audit technique judiciaire au Cameroun. Je ne peux donc pas m'amuser avec tout ce qui concerne la justice. Est-ce que vous pensez, comme les autres, que ça aurait eu également un impact sur l'accélération de son acquittement aujourd'hui par le TCS? Vous voyez, le Code de procédure pénale, en son article 310, dit que le magistrat a 2 éléments fondamentaux qui guident sa prise de décision. Il y a la loi et sa conscience. Si en tout esprit libre, il a la certitude que effectivement ce dossier est vide et que la loi lui permet, il peut agir. Donc je pense que si le juge qui jugeait l'affaire s'est convaincu que effectivement ce dossier vraiment, il n'en est rien, toutes les charges qui étaient contre ce monsieur. Si le juge se convainc dans ça, je pense qu'il peut bien... Voilà pourquoi il y a les plaidoiries. Quand les plaidoiries sont faites peut-être par les avocats, on essaye d'amener le juge à regarder dans ces 2 directions, regarder la loi et qu'il lui use de sa conscience. Donc, si ces paroles ont touché le magistrat, bon, je peux dire que c'est une chance pour lui. Bon, dans ce cas, je peux dire... Il a fait une démonstration pendant cette journée-là de dire exactement comment les fonds ont été utilisés et qu'il n'a véritablement rien à voir avec toutes les accusations qui ont été portées par sa personne. Vous savez que quand tu es innocent, quand tu sais que tu n'as rien commis comme infraction, tu restes confiant. Et je pense que c'était dans cet esprit que le professeur Dieudonné Oyono était. Il sait qu'il n'a rien fait. Et que depuis que cette procédure a commencé, il ne cesse de clamer son innocence. Oui. Et il a fait confiance à la justice parce que tout le monde qui a une situation ou bien qui fait face à la justice, dans un premier temps, il veut vraiment faire confiance à la justice. C'est maintenant au mécanisme judiciaire de lui rassurer ou bien lui confronter dans sa position. Parce que si on ne peut pas faire confiance à notre justice, où est-ce que nous allons? Quand on a un problème, on doit être... D'où cette réforme au niveau de la justice. Voilà. Donc, quand on a un problème, on doit pouvoir être en confiance que si je suis innocent, que ça commence au niveau de l'enquêteur. Parce qu'il n'est pas seulement là pour rassembler les preuves, lui aussi il analyse. Et il fait son rapport à qui de droit. Donc, on doit pouvoir être en confiance lorsqu'on a un problème avec la justice. Maintenant, quand ça arrive au niveau du magistrat, si le magistrat se convainc en utilisant la loi et sa conscience et voit qu'il n'y a rien, qu'il prenne ses responsabilités. Mais le problème ici, c'est que beaucoup ne prennent pas leurs responsabilités.
Beaucoup. Parce qu'ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur que lorsque je veux me prononcer ici, on va m'affecter ailleurs. C'est ça qui est le problème. Si tout le monde travaillait comme il se doit, mais on devait nous-mêmes voir que notre justice fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir, justement, parce qu'on constate également qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir exécutif, judiciaire, tous sont un peu liés. Tout commence de là. Techniquement, la Constitution dit qu'il y a 3 pouvoirs au Cameroun, mais quand vous regardez sur la pratique, c'est pas ça. Parce que quand vous avez le chef de l'exécutif qui siège au Conseil supérieur de la magistrature, qui est la haute instance judiciaire pour parler de la situation des magistrats, vous voyez que beaucoup d'eux là ont peur que si je me prononce ici, demain on va m'affecter. Donc voilà pourquoi c'est ça qui dérange, parce qu'il n'y a pas vraiment l'indépendance des magistrats. Personne ne prend sur lui la responsabilité de dire le droit. D'accord. Donc c'est ça qui dérange. Alors Joseph, maintenant que la situation est là, Dieudonné Oyono est libre avec un de ses co-accusés puisque les autres ont été reconnus coupables. Qui doit l'indemniser, même s'il ne s'est pas encore prononcé sur la situation, il veut d'abord profiter de cette liberté-là. Qui doit réparer ce tort maintenant? C'est l'État, c'est la justice, c'est l'État. Il va falloir déjà qu'il fasse... Il y a quand même un article 236 de l'ANEA qui parle de l'indemnisation, payer les dommages. Ça existe. Tout à fait. Il va bien falloir qu'il fasse un recours là-dessus pour exprimer que durant 4 ans de détention, avant d'être acquitté après, il va falloir bien que l'État, la justice camerounaise, l'indemnise, parce qu'il est démontré, la décision de justice a démontré qu'il n'y était pour rien. Et donc, le temps qu'il a mis en détention préventive doit lui être au moins compensé, du moins de manière financièrement. Donc, il y a un aspect qui a attiré un peu mon attention sur la précédente question que vous avez posée aux copanélistes quant à savoir si le juge, si la dernière phrase qu'il a prononcée, si la confiance qu'il fait à la justice a dû motiver la décision. Je pense que on va faire confiance à la justice, mais on reste un peu dubitatif quand on a certains exemples sous la main qui ne prêtent pas en cette confiance. Voyez-vous, on va plutôt dire, au regard du déroulé de ce tribunal, que non seulement qu'il est là pour régler les comptes, peut-être qu'il a été libéré parce que son problème a déjà été résolu. Le problème celui contre qui il avait des problèmes avait déjà été résolu. Parce que tous ceux qui passent devant un tribunal attire toujours l'attention du juge sur cette faculté qu'il a à mettre en exergue sa conscience pour pouvoir rendre une décision. Mais quand on regarde certains exemples, on se dit que non, ils n'ont pas véritablement cette faculté. Prenons le cas de Marafa, par exemple, qui a été reconnu coupable. Le motif qu'on lui a collé, c'est quoi? C'est complicité intellectuelle. Ça n'existe nulle part c'est une infraction inventée qui n'existe nulle part dans le code pénal. Bon. Et tout récemment encore, on a été ébranlé par la sortie d'un magistrat qui s'est retrouvé en train de prononcer une sentence contre une haute personnalité de ce pays, le directeur du port, du port autonome de Douala, pour ne pas le nommer. Il a fait une déclaration où il a expliqué clairement que cette décision, en son âme et conscience, il n'aurait jamais condamné ce monsieur, qu'il a eu des pressions. Alors, on va dire quoi que peut-être le professeur Dieudonné Oyono a été libéré peut-être parce que on a supposé que son compte avait déjà été réglé. Sinon, on n'aurait pas manqué de motif de lui coller. Comme on a dit par exemple du cas de monsieur... Dans les suppositions. On reste dans les suppositions, mais des suppositions qui tiennent quand on regarde, ne serait-ce que les 2 cas que je viens d'exposer malheureusement. D'accord. Alors Georges, est-ce pour vous, on doit payer les dommages? Même s'il ne demande pas, est-ce que l'État ne peut, puisque ça existe, c'est prévu pour calmer un peu sa douleur? On ne paye que ce que vous demandez. On ne paye que ce que vous demandez. Et puis, moi, je ne connais pas le dossier, mais il me semble que c'est à l'issue d'une dénonciation
que la procédure était enclenchée. Tout à fait. Juste un bout d'information. Qui était dans le dénonciateur? Parce que généralement... Justement, aux dernières informations, ils ne souhaitent pas vraiment poursuivre cette personne-là. Ils préfèrent oublier ce qui s'est passé et avancer et gérer. S'il a donc fait ce choix, moi je ne sais pas, je ne suis pas un de ses avocats, je ne suis pas lui, je ne peux pas me substituer à lui. Libre à lui de faire ce qu'il veut. S'il veut poursuivre qui il voudra, c'est-à-dire chercher le véritable responsable des problèmes qu'il a connus à un moment dans sa vie. Mais je continue à croire qu'aujourd'hui, il doit être l'un des plus heureux parce que... On nous a dit qu'il a un mental d'acier en ce moment. Être poursuivi par la justice de son pays et être acquitté, c'est quand même la preuve que vous êtes blanchi. Il peut boire du... Ils sont pas nombreux... Il peut boire du champagne, c'est ça? Ils ne sont pas nombreux dans ces conditions parce que le président Mitterrand le disait... Vous dites que j'ai fréquenté M. René Bousquet. Je l'accepte. Vous dites que je n'aurais pas dû. Je l'admets, mais M. René Bousquet a porté plainte contre l'État français devant la haute cour de justice. Pourquoi cette institution si rigoureuse n'a pas condamné? Pourquoi? Si elle n'a pas condamné, ça veut dire qu'il établit toute sa personne, comme je pense le professeur Dieudonné Oyono, un consensus de respectabilité que nous ne pouvons pas aujourd'hui contester. Ce monsieur est un homme respectable. Il a servi l'État. Il n'a pas touché l'argent de l'État. Il est un serviteur. C'est un monsieur... Son image peut être restaurée? Ben écoutez, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est un monsieur qui est respectable. Il a servi l'État. Il n'a pas pris un copec de l'État. La justice l'a blanchi. C'est un homme qui est acquitté. C'est une décision de justice. Je n'ai pas à la commenter. Je note que les magistrats, après un travail remarquable, après le travail de la police judiciaire, après le travail du parquet, après le travail du juge d'instruction, les magistrats en prenant le dossier ont constaté qu'il y avait peut-être des erreurs, ou alors des erreurs. Les magistrats ont dit le droit, puisque là-bas c'est une collégialité qui siège. Le droit a été dit. Et pour le plus grand bonheur du professeur Dieudonné Oyono, et pour les citoyens camerounais doivent retenir que lorsqu'on est poursuivi devant la justice, il faut faire confiance à la justice de son pays, parce que lorsque vous êtes innocent, la justice prononce une décision soit d'acquittement, comme c'est le cas, soit en tout cas, soit vous déclare non coupable. D'accord, on va faire le dernier tour de table puisqu'il nous reste juste quelques minutes pour sortir de ce programme. Richard, le cas de Dieudonné Oyono et bien d'autres, avec peut-être Basile Atangana-Kuna, l'espoir pour demain au niveau de cette justice-là, ou alors précisément si on veut rester sur le cas du TCS, votre souhait pour que les choses soient plus équitables et justes? Yes, my fervent wish is that the law should be rendered in all equality and should not be given preference to some others. Because I know for sure that when this justice wants to work, we have seen situations whereby somebody is arrested and in the next 1 week, we already know the verdict. So meaning that when it wants to work, it is able to work. So, and also when it wants to enter into delaying tactics, it does. So, which is not good. We should not continue to tarnish the physical integrity of innocent Cameroonians. And whenever there is this kind of acquittal, they should know that there is a commission of compensation at the Supreme Court, whereby you can be able to claim the government to pay. And not only should you have put that claim, the government should also make sure that it pays those people who are seizing them. So I think, in a summary, we want that justice should be rendered in all equality. Joseph, pour ceux qui sont dans la même situation un peu comme Dieudonné Oyono, l'espoir demeure avec le TCS? Bien entendu. Quelques mots. Bien entendu, il y a un principe vulgaire qui dit seuls les imbéciles ne changent pas. Et dans notre pays, il n'y a pas d'imbéciles, il y a des hommes tellement intègres, tellement intelligents. Et on se dit, on a espoir que même demain, c'est-à-dire que nous sommes jeudi, demain vendredi, là, on peut se réveiller un matin et puis on commence à avoir des décisions de justice qui sont rendues sur la base de la vérité, sur la base de l'équité. On ne peut pas désespérer. Sinon, les combats, que ce soit les combats pour la justice, que ce soit les combats pour les droits de l'homme ou alors tout autre combat n'aurait pas de sens si on n'avait pas l'espoir que demain ça va aboutir à des lendemains meilleurs. D'accord. Georges, de beaux jours pour l'opération Épervier. Écoutez, avec tout ce qui se passe. C'est la pierre décisive. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler pour améliorer la qualité de notre justice. C'est notre responsabilité à nous tous, y compris vous les journalistes, les acteurs de la justice, donc toutes les personnes qui participent à cette œuvre difficile. Nous devons travailler pour améliorer la qualité de justice qui est rendue dans notre pays. En tout cas,
La justice au Cameroun, comme ailleurs, n'est pas parfaite. Il y a un travail à faire et nous devons travailler. Les magistrats sont capacités. La communauté nationale dépense beaucoup d'argent pour capaciter les magistrats, pour capaciter toutes les personnes qui interviennent. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, notre justice soit mieux considérée. Une justice juste et équitable, c'est le souhait de tous les Camerounais. Et la lutte contre la corruption se poursuit d'ailleurs sur le terrain. Maître Richard Tamfo, Comité de lutte contre la corruption et les injustices au Cameroun. It was a pleasure to have you again here in Canal2 International. Maître Georges Tegem, juriste également, merci de votre disponibilité. Maître Joseph Tafo, juriste expert judiciaire, avocat au barreau du Cameroun, du Rwanda plutôt. Merci de votre disponibilité. Ça a fait justement un débat tout à l'heure avec Maître Richard Tafo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Juste derrière moi, Alain Gislain Kanga est là pour le 19h50. Demain, c'est l'Actu Sport avec Marc-Lionel Chouamo. Je vous retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Merci à Cyril Kayak. Merci également à Brice Collins Wanchouan pour la réalisation, comme toujours, de ce programme. À demain pour